Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à TVRP Info. André Martel qui est là pour vous accompagner dans la prochaine heure. Et j'ai un invité de marque aujourd'hui. On vous gâte, mesdames et messieurs. Donc, le député de la circonscription René Lévesque, M. Yves Montigny, qui est avec nous aujourd'hui. Vous allez bien? Oui, très, très bien. Oui, ça paraît, vous êtes rayonnant. Hein? Je pense qu'il s'est passé beaucoup de positifs de votre côté dernièrement. Hein? Ben, vous avez raison. En fait, non seulement pour moi, mais aussi avec la circonscription, maintenant, on entend beaucoup plus parler des projets. Les gens au gouvernement me questionnent beaucoup. Dans ma communauté, il y a beaucoup d'actions, il y a des gens impliqués, des gens engagés. Ça paraît, puis on rayonne, tu sais. Puis toutes les actions des personnes ici impliquées dans toutes sortes d'organisations, maintenant, on entend parler, puis ça rayonne là, jusqu'à Québec. Puis c'est une bien bonne nouvelle. Puis je suis bien heureux de représenter ces citoyens aussi engagés, aussi passionnés, puis aussi enracinés dans leur territoire, parce qu'on est une région pionnier, puis ça paraît, puis les gens sont fiers, tu sais, de venir de la Côte-Nord. Puis on le sent, puis ça me fait plaisir de porter ça. C'est vrai, on le sent de plus en plus, même vis-à-vis des producteurs. Il y a beaucoup d'entraide qui se fait vis-à-vis des produits régionaux. Ouais. Il y a quelque chose de beau qui se fait sur la Côte-Nord actuellement. On sent que les gens se soudent. Vous êtes chanceux, je pense. Vous avez tombé sur la meilleure circonscription. C'est vrai, vous avez raison. C'est comme un petit running gag là, à l'Assemblée nationale. Puis, on avait déjà la première occasion pour siéger avant Noël où les députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Puis, à tour de rôle, on faisait un peu notre discours sur le discours d'ouverture, une réplique au discours d'ouverture. Évidemment, c'est le discours d'ouverture du gouvernement. Il n'y avait rien de nouveau que ce qu'on a appris pendant la campagne électorale, les grandes orientations, notamment dans le domaine de l'énergie. Puis, on le sait, la Côte-Nord, c'est une région de l'énergie puis de forêt. Là. Fait que toutes ces orientations-là étaient renommées, mais en même temps, tout le monde, les députés, c'était un running gag, ils disaient toujours qu'il était le député de la plus belle circonscription. Mais il reste que on s'est habitué ici, particulièrement à Pointe-aux-Outardes, de parler de la magnifique. Et oui, j'étais le seul à utiliser le terme magnifique avec mes collègues, pas toujours, là, évidemment, devant le président de l'Assemblée, mais entre nous, je dis toujours que moi, j'ai une circonscription magnifique parce que c'était l'appellation qu'on connaît depuis des années des maires particulièrement à Pointe-aux-Outardes, hein, on dit la magnifique. Oui, effectivement, et c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'au départ, vous étiez confiant de gagner l'élection? C'est une bonne question. Est-ce que j'étais confiant? Vous savez, quand j'ai commencé, je vais commencer du début. Tu sais, moi, là, j'étais maire de la ville de Bécomo, puis j'étais bien là, puis je voyais que ça avançait, puis que les dossiers avançaient, mais en même temps, j'ai toujours voulu travailler pour plus que Bécomo. Mais tu peux pas t'imposer, tu sais, tu as des collègues maires, tu travailles en complémentarité avec eux, tu les aides dans leurs projets, mais tu sais, j'étais pas le député, là, j'étais Bécomo. Fait que j'avais ce goût-là de travailler pour l'ensemble du territoire. T'sais? Puis ma peur, c'était toujours si je développe bien les dossiers à Bécomo, est-ce qu'on va faire comme les grands centres ont fait avec les régions, c'est-à-dire d'attirer le monde des municipalités, entre autres de la péninsule, vers Bécomo? Si on crée des nouveaux logements, est-ce qu'on va débalancer puis on va nuire aux municipalités avoisinantes? Ça me préoccupait, tu sais, comme maire, mais il ne faut pas que ça t'arrête, pareil, de vouloir développer Bécomo. Là, comme député, j'ai cet équilibre-là, d'être capable de travailler pour l'ensemble des municipalités du territoire. Puis quand on aide un projet à Bécomo, on est capable aussi de trouver une façon d'aider pour contrebalancer, pour aider des projets dans les municipalités avoisinantes, pour s'assurer qu'on ne dévitalise pas les autres municipalités quand on a un projet positif pour Bécomo. Avec cette espèce de recherche d'équilibre. Bon. Ça m'amène à dire, quand j'ai choisi d'aller en politique, j'avais pas trop l'idée comment les gens, les citoyens, les électeurs des autres municipalités allaient réagir. Est-ce qu'ils vont dire, le candidat, il vient de Bécomo, est-ce qu'il va-tu travailler pour nous? Fait que c'est pour ça que je vous ai raconté ça, c'est que moi, je le voulais, mais je ne sais pas si les citoyens l'avaient compris, que je voulais travailler pour toute la région.
Puis là, la campagne a commencé, puis les gens ont réalisé que je voulais travailler pour la région, puis effectivement, les gens me le disaient, puis c'est le fun, Yves, tu ne penses pas juste à Bécomo, puis... Fait que là, j'ai dit, ouais, là, je peux gagner. Parce que quand ça a commencé, au début, c'était assez serré, là. Les grands sondeurs disaient que c'était 50-50, là. OK. C'était possible que le PQ gagne à une chance sur deux. C'était possible que moi, je gagne avec la CAQ à une chance sur deux. Et là, plus la campagne avançait, plus je voyais là, que les gens avaient compris que j'avais une vision pour l'ensemble du territoire. Mais il y a aussi une affaire qu'il faut se dire. Là. François Legault, là, sa gestion de la pandémie, là, les gens ont vraiment apprécié. Puis, les gens me disaient, Yves, on veut garder François Legault. Pour toutes sortes de raisons. Mais je l'entendais beaucoup, ça. Fait que c'était ça. Fait que c'est ça que j'entendais sur le terrain. Fait que je suis pas parti de la mairie parce que je savais que j'allais gagner. Je suis parti parce que François Legault m'a dit, j'ai besoin de toi. Ouais. L'appel un petit peu. C'est vraiment ça qui s'est passé. Okay. L'appel. C'est vraiment ça le mot. C'est suite à un appel. Parce que c'est pas moi qui a demandé d'aller là. Je suis vraiment content. Je suis heureux d'avoir eu cet appel-là, mais ça se quémande pas, ça. Oui. Puis je comprends le principe parce que c'est sûr que quand tu es limité à Bécomo, ben là, les frontières s'ouvrent finalement pour le bien total de la région. Ben, c'est ça. Fait que, je comprends. Puis moi, ça m'a tout le temps préoccupé. Tu sais, mettons là, qu'on développe là, des cours à Bécomo, qu'on développe de la formation additionnelle, qu'on développe d'autres programmes scolaires, qu'on développe des nouveaux logements. Est-ce qu'il y a des gens, des municipalités qui vont se délocaliser, qui vont partir, mettons, de Forestville, puis qui vont s'en aller à Bécomo? Est-ce que ça nuit au développement de Forestville? Bien, il faut développer, puis ça pourrait arriver, mais il faut travailler en recrutement de nouvelles personnes dans les municipalités. Là, je donnais l'exemple de Forestville, mais ça peut être le cas pour Château-du-Tard aussi. Tu sais. Il faut trouver ici une façon de faire des projets ici qui vont permettre d'équilibrer. Ouais. Pour pas dévitaliser. Mais ici, la bonne nouvelle, particulièrement à Château-du-Tard, c'est qu'il y a des commerces de proximité. Puis ça, là, c'est vraiment important parce que toute la vitalité est là. L'argent des citoyens de Château-du-Tard est dépensé dans Château-du-Tard. Il y a une richesse collective qui se partage entre citoyens. Puis ça, c'est important. T'sais. Ragno, son dépanneur, c'est aussi essentiel à cause de ça. Pas juste parce que les citoyens, sinon, ils seraient obligés de faire du kilométrage, mais il y a de l'argent de la communauté qui est dépensé dans la communauté. Oui. Puis ça, c'est essentiel. Oui, c'est important, c'est un fait. Hein. Ouais. Et puis, en fait, votre transition de la mairie à, justement, comme député, est-ce que ça s'est bien fait? Parce que j'imagine que ça doit être quand même deux choses assez connexes. On reste dans l'univers de la politique, malgré qu'il doit y avoir des grosses différences. Hein? Oui. Est-ce que la transition s'est bien faite? Puis en plus, je sais que vous aviez gardé votre équipe, hein? Quelques membres de votre équipe, ce qui a dû adoucir un peu la transition. Vous étiez déjà à l'aise et soudés. Ouais. Donc, mais votre perception est bonne. Là. Votre perception est bonne. Je vais prendre un point à la fois. La première, c'est la question de l'équipe. T'sais, moi, j'ai été chanceux à la ville de Bécomo. J'ai une équipe incroyable au développement économique. Mais il faut dire que pendant mon mandat de maire, j'avais créé, avec le conseil municipal, le département de développement économique. Dès les débuts de mon mandat, là, de mon premier mandat. Ce qui fait que ça s'est placé, les gens ont été déjà initiés au dossier, des dossiers de développement économique. Dans différents domaines. Oui, il y a du grand industriel, mais il y a aussi de l'économique, aussi dans le commercial aussi, là, différents dossiers. Et cette équipe-là était déjà en place, puis c'est une équipe aguerrie, puis bon. Mais le service était assez bien placé pour que, quand je suis devenu député, les employés, il y en a 2 qui ont quitté le développement économique, venir travailler au bureau avec moi au bureau de député. Marc Pigeon, qui vient de Forestville, Peggy, qui vient de Château-du-Tard. Donc, des gens qui ont cette vision, pas seulement à Bécomo, une vision régionale. Et ça aide et ça n'a pas mis en péril le développement économique. Au contraire, ça permet
d'ajouter 2 autres personnes. Les postes ont été renouvelés, comblés. Au moment où on se parle, Bécomo a engagé 2 personnes pour remplacer Peggy et Marc. Alors, on a additionné 2 autres personnes capables de travailler en développement économique. Donc, au bureau du député, il y a des gens qui sont ferrés, là, qui ont des bonnes compétences pour soutenir le développement économique. Mais il y a aussi 2 nouvelles personnes compétentes qui ont été engagées à la ville de Bécomo, en plus de l'équipe qui était restée. Fait qu'on a encore, je dirais, bonifié cette capacité de travailler avec Idée Manicouagan puis d'autres intervenants comme le port de Bécomo puis d'autres pour être capable d'améliorer notre situation en recherche d'investissement privé. On pense par exemple dans le domaine minier, dans le domaine du graphite. Cette semaine, c'est la semaine du graphite. Là. Oui, j'ai vu ça passer. C'est gros. Alors, oui, c'est des projets qui sont plus à long terme, mais il faut se positionner parce qu'on le sait, à un moment donné, on le sait, il y a une loi qui a été adoptée au Canada. Il va y avoir un moment donné où les véhicules vendus vont devoir être électriques ou sans pétrole. Donc, ce virage-là vers la batterie ou d'autres domaines dans l'hydrogène, bien, il va se prendre. Et là, ben, moi, j'ai des gens compétents qui sont à mon bureau qui comprennent ça parce qu'ils ont travaillé en accompagnement d'entrepreneurs, d'entreprises dans ces domaines-là. Fait que cette vision-là est là, puis l'équipe au développement économique de la ville n'est pas défaite, il en est resté, puis on a additionné des nouvelles personnes. Fait que je trouve qu'on a le meilleur des 2 mondes. Pour moi, dans ma transition à moi, ben, je connaissais bien c'est quoi faire de la politique municipale. J'ai déjà été impliqué en politique provinciale quand j'étais plus jeune. Mais en même temps, là, c'est différent. Là. Moi, comme maire de la ville, c'était moi aux commandes, avec mon conseil. Là, je suis un député dans 90 autres députés du parti gouvernemental. On pourrait dire, ben, j'ai moins d'influence. C'est pas vrai. Parce que la région de la Côte-Nord est une région qui, souvent, a passé un peu en dessous du radar. Ouais. Et là, quand j'amène des points, souvent, c'est des points nouveaux. Ça suscite l'intérêt, ça suscite le questionnement. Hey, on n'a jamais vu ça. Ils ne connaissaient pas tant notre réalité nord-côtière au gouvernement. Et là, cette réalité-là, je leur expose, j'ai l'occasion, j'ai une collègue extraordinaire qui s'appelle Catherine, qui est ministre, qui habite le territoire de la Côte-Nord et qui est Inou aussi. Alors, ensemble, on est capable d'amener nos réalités, puis ça suscite l'intérêt. Surtout que des fois, c'est de la nouveauté pour eux. Fait qu'on a là un bon timing. Puis moi, ben, je suis vraiment content d'être capable de mettre, je dirais, les enjeux de la Côte-Nord vraiment à l'avant puis au premier plan. C'est pas moi qui décide, c'est le gouvernement au complet, puis moi, je suis un des acteurs du gouvernement. Mais je suis capable de faire avancer les dossiers beaucoup plus vite, là, au gouvernement du Québec, que quand j'étais maire. Fait que c'est comme si j'avais changé de rôle. Je peux pas dire que c'est une progression, juste ça. Il y a un changement de rôle où je suis passé de contrôler mon petit univers, qui est la ville de Bécomo, dans le grand univers qui est le gouvernement, mais où je suis un acteur important. Où les dossiers peuvent avancer plus vite. Oui. Ouais. C'est sûr que les actions vont avoir des répercussions partout, comme on le disait un peu tantôt, à plus grande échelle. Ben oui, exactement. C'est vrai, ça. Oui. Maintenant, en 2022, parce que là, on vient de traverser justement vers 2023. Oui. 2022, pour vous, généralement, comment vous pouvez me la décrire en quelques phrases, mettons, là? Bon, c'est une très bonne question. 2022, pour moi, c'est vraiment une année de surprise dans le sens où au début 2022, puis à la fin 2022, moi, j'étais convaincu que je serais encore maire de Bécomo à la fin 2022. Là, okay? Il s'est passé plein de choses qui fait que, je dirais, le gouvernement d'abord, pourquoi je suis député, une des raisons, c'est que le gouvernement a enclenché tout un processus vers l'énergie renouvelable, vers le développement de projets hydroélectriques, vers aussi la décarbonation, mais nécessairement dans le domaine des batteries, mais aussi dans le domaine des énergies alternatives au pétrole. Puis ça, on a une région, la Côte-Nord, la région d'hydroélectricité incroyable avec, évidemment, la baie James, là. Mais la Côte-Nord, c'est la région des barrages, tu sais. Oui, en effet. Ben là, ça s'est construit avec
l'huile de bras des pionniers de la région. T'sais. On est tout proche présentement de la première centrale. Évidemment, elle ne marche plus. Là. Les gens de la place le savent. Ils sont peut-être même allés veiller là-dedans à un moment donné quand ils étaient jeunes. La vieille centrale ici à côté de Chose-du-Temps. Ouais. Ça a starté là. La région a commencé par le power à ce place-là. Et c'est ça notre ADN de notre région. C'est l'énergie hydroélectrique de la rivière Outarde. Après, il est venu Manicouagan, Berzimis, etc. Mais il faut bien comprendre que si on est là comme région, puis si nos pionniers ont fondé notre région à cause de ça, notamment cette centrale-là, puis le village qu'il y avait autour, qui aujourd'hui, il reste à peu près plus rien, mais il reste que c'est ça qui a starté l'affaire. Et ça, aujourd'hui, le gouvernement a choisi de miser sur le développement économique par les ressources hydroélectriques, par les ressources éoliennes. On a du potentiel éolien sur notre territoire. Puis la transformation de nos richesses naturelles sur notre territoire, notamment des produits pour faire des batteries, entre autres du graphite. Il y a toutes sortes d'autres produits qui entrent dans le processus de batterie, mais nous, on est chanceux, on a ça sur notre territoire. Ouais. Là, il faut travailler en partenariat avec les communautés autochtones parce qu'on fait ça ensemble d'égal à égal. Moi, je suis convaincu que ça peut marcher. Mais notre gouvernement veut travailler d'égal à égal. Fait que la main tendue est là, évidemment, puis moi, je suis convaincu qu'on peut le faire ensemble. Ben, et c'est ça, je dirais, le gros de l'année 2022 qui m'a amené à faire cette transition-là vers la politique à Québec, c'est que notre région, c'est la région d'énergie. Mais le gouvernement se donne une vision de développement d'énergie hydroélectrique. Ça a parti ici, ça a parti dans la vieille centrale, ici à Chose-du-Temps. Puis on ne sera pas là? Non. Il faut qu'on fasse partie de cette relance de l'énergie, puis c'est notre région, l'énergie, puis il faut qu'on soit là. Fait que l'appel, à la fois l'appel téléphonique, dire j'ai besoin de toi, mais à la fois l'appel de dire ben, ma région a besoin que j'aille, ben je suis allé. C'est le même que je le sens. Fait que c'est un peu ça, je dirais, qui s'est passé en 2022. Une campagne électorale où j'ai fait vraiment le tour de la circonscription, juste la dernière fin de semaine. Là, j'ai parti de Baie-Trinité, de porte-à-porte à Baie-Trinité. Après ça, on les a toutes faites. Là. On était arrêté à Godbout, on était arrêté à Franklin. Puis là, on en jasait avec le monde, on allait partout. Puis, en une fin de semaine, c'était fou. Là. Ça a commencé très tôt le matin, on rencontrait du monde au dépanneur. Puis après ça, jusqu'au soir tard, là, le monde disait « Voyons, non, fais pas ça, t'as gagné. » Non. On l'a fait au complet. Puis j'ai pas fait juste la dernière fin de semaine. Là, ceux qui m'ont suivi sur les médias sociaux ont vu que j'étais partout tout le temps. Mais moi, j'aime ça faire ça. J'aime ça jaser avec le monde. Parce que c'est pas moi qui leur parle beaucoup. Là je suis en entrevue, c'est normal, j'explique les affaires. Mais quand on est en rencontre, je veux que les gens ils m'expliquent leurs affaires, leur vision des affaires. Tu sais, moi, là, je pourrais te décrire une décoration, là. Moi, je pourrais te décrire de quoi là-dedans, là? Les couleurs que je vois. Toi, de ton bord, là, tu vas te dire, ben non, c'est pas ça. Moi, je te dis que c'est gris, toi, tu vas me dire, ben non, c'est beige. Parce que toi, c'est ça que tu vois, c'est beige. Mais moi, c'est gris de mon bord. On pourrait s'obstiner un bout, mais on a tous les deux raison. Fait que moi, j'ai besoin de savoir, parce que je peux pas le voir, ce que toi, tu vois du même objet. Fait que là, dans les rencontres citoyennes pendant la campagne, j'avais plein de points de vue sur la même situation qui m'avait été jamais amenée. Fait que là, tu prends tout ça, tu bonifies ta compréhension d'un enjeu. Puis là, on comprend. Je vous donne juste un exemple. Ici, à Chose-du-Temps, il y avait 2 vieux bâtiments. T'sais. Ils sont détruits aujourd'hui au moment où on se parle, mais ils n'étaient pas pendant la campagne électorale. Fait que là, les citoyens commençaient à me dire, il faut le faire, tout ça. Puis ben là, c'était pas à moi de l'annoncer, mais je le savais, le conseil municipal voulait y aller, puis tout ça. Fait que moi, j'ai dit, je vais aider le conseil municipal à améliorer s'ils veulent détruire des anciens bâtiments, puis tout ça. Effectivement, ça s'est fait, tant mieux, tu sais. Mais les gens me le disaient, Yves, si on veut se revitaliser, il ne faut pas qu'on traîne des vieux bâtiments, tu sais. Ici, à Chose-du-Temps, il y a eu comme un chansonnier qui était à l'affiche pendant je ne sais plus combien d'années, là, peut-être quelques années, là, tu sais, il y avait une affiche, là, puis tout ça pour dire que il y a des actions qu'on peut faire, on peut s'y concerter, mais ça, on les apprend par les citoyens. Qui
qui nous disent, Yves, il faut que ça débarrasse. Fait que là, quand on parle avec les élus municipaux, on leur partage aussi ce que les citoyens nous disent. Eux autres aussi, ils l'ont entendu de leurs citoyens. Fait que là, ça marche ensemble, puis là, c'est une action qui se fait. T'sais, des fois, c'est des actions plus simples, puis des fois, c'est des actions beaucoup plus complexes. Fait que, c'est vraiment important. Fait que l'année 2022, c'est une année de discussion, d'écoute, d'apprentissage, d'action, mais des plus petites actions parce que faut pas agir sans savoir si ce qu'on fait, c'est bon. Fait qu'il faut bien analyser avant, puis on agit quand on sait que ce qu'on va mettre en place, ça marche. Parce qu'y aller puis mettre en place des affaires qui foirent, c'est pas une bonne idée. Oui, effectivement. OK? Ouais. Fait que c'est un peu ça que je te résumerais ça de même. Oui. Mais une belle année. Puis le plus grand défi pour toi cette année en 2022? En 23? En 2022, en fait. Ah, OK, que j'ai eu. Oui, le plus grand défi à travers... L'apprentissage de quelque chose de complètement nouveau. T'sais, oui, c'est de la politique pareil. Être député, mais c'est vraiment différent comme action. Fait que mon défi, c'était de ne pas chercher à répéter ce que je faisais qui marchait à la mairie comme député. De un, pour une raison que j'ai expliquée tantôt, là. Travaille pas juste pour Bécomo. Faut que tu priorises les autres. T'sais. L'autre affaire aussi, c'est que tu n'interviens pas pareil dans le milieu rural que dans une ville-centre. Ils ont des besoins, puis souvent, ils ont moins la capacité. Bien, c'est évident, ils sont moins pour cotiser pour des services. Tu sais, il n'y a pas d'aréna ici, là. Mais il y en a une à Bécomo. Mais ils ont besoin d'avoir accès. Mais il faut s'assurer qu'ils puissent faire des loisirs puis qu'ils aient cet accès-là. Fait que quand on réfléchit comme député, bien, on pense global puis on se dit que si on aide Bécomo dans ses infrastructures, il faut qu'il y ait accès aussi pour les citoyens de la péninsule puis des autres communautés. Je pense à Godbout, je pense à Franklin, je pense à... Faut que ça serve à l'ensemble. Faut que ça serve à l'ensemble. C'est dans cette vision-là qu'il faut regarder. Fait que le défi, c'était de pas garder ma vision de maire, de changer. Mais je pense que ça a marché. Si ça n'avait pas marché, je le reconnaîtrais même pas puis je vous le dirais pas. fait que je pense que ça a marché. Ouais. Et puis, le temps des fêtes, j'imagine qu'il est arrivé. Est-ce que vous avez eu le temps de souffler un peu après tout ça? Comment ça s'est passé, votre temps des fêtes? D'abord, un temps des fêtes, je dirais sous surveillance de ce qui se passait. OK? Comme député, c'est pas comme maire. Puis ça va justement illustrer la différence entre les deux rôles. OK? Ce que je disais, qu'il fallait que je me positionne comme député, pas comme maire, puis pas répéter. Ouais. Dans un contexte où il manque d'électricité, il y a une grosse tempête, il y a des arbres qui tombent, il y a des gens qui sont isolés à la maison, ils n'ont plus de courant, ils ne peuvent pas sortir, il y en a même qui ont manqué d'eau. Là, dans ce contexte-là, moi, comme maire, j'étais tout de suite à Bécomo en mode mesure d'urgence. Les citoyens parlaient avec le monde pour être certain que les citoyens sont corrects, service incendie, les pompiers vont faire le tour, etc., hébergement. Mais là, comme député, c'est pas moi qui cale la chute. Moi, je suis là pour m'assurer que quand les municipalités font ça, ils ont accès aux services gouvernementaux. S'ils demandent à la sécurité civile d'être là, bien, il y a quelqu'un qui répond. Et si ça ne répond pas, puis il y a des bugs, là, j'interviens. OK? Mais mon rôle est d'être là en veille, puis de s'assurer que tous les besoins des maires soient bien comblés au moment où les services municipaux se déploient, puis qu'il n'y a pas de sable dans l'engrenage. OK? Fait que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Donc, moi, j'ai parlé avec presque tous les maires du territoire au complet. Là, je parle de toute la Haute-Côte-Nord ici. Ceux qui avaient des besoins particulièrement, ça a été très rapide. Je pense, par exemple, avec Godbout. Tu sais, même si on est ici sur la péninsule, le Godbout, c'était majeur. Oui, avec le quai. C'est le quai, c'est le traversier. Ça a arrêté, mais là, aujourd'hui, ils font des tests. Mais tu sais, c'était majeur. Mais ici, sur la péninsule, ben c'est l'électricité qui a manqué. Très rapidement, j'ai parlé avec M. Normand, là, qui est le maire de Pointe-aux-Outardes. Parce qu'il y avait des situations. Lui-même était aussi sans électricité, sans eau. Ouais. Lui aussi, c'était pas facile. Puis communiquer aussi, c'était pas simple. Là. Il n'y avait pas d'électricité. Là. Il y a juste son téléphone cellulaire, il y a une batterie là-dedans, elle ne dure pas l'éternité. Puis si t'as pas d'électricité, tu peux pas la charger, ta batterie de cellulaire. Fait que, comprenez que c'était pas facile pour personne.
Mais on trouvait les moyens de communiquer ensemble et d'être capable de mettre en place des mesures de soutien pour les citoyens. Fait que c'est ça. Moi, j'étais là, mon rôle, c'est d'être là pour les aider à donner le meilleur service direct aux citoyens. Alors que quand j'étais maire, c'était moi qui s'assurais qu'il y a un service direct aux citoyens. Fait que la différence est là. Fait que ça a été beaucoup ça, là, je dirais, le début du temps des fêtes, évidemment. Du temps en famille aussi, là, parce que ça donne bien. À ce temps, on a des cellulaires, fait qu'on peut répondre à du monde peu importe où on est. Là. Ouais. Fait que, pourvu qu'on ait du courant, évidemment. Fait que, il y a eu tout ça. Mais ça a été quand même, je dirais, on n'est pas parti en peur, là, on s'est reposé, on avait besoin. Les batteries étaient pas mal déchargées suite à tout ce que, à l'automne, l'élection, puis tout ça. Ah, j'imagine. Hein? Fait qu'on a rechargé les batteries, on a dormi. J'ai vraiment dormi beaucoup. Ma blonde, c'est pareil, elle en avait besoin. Là. Elle m'a aidé à l'élection en plus de sa tâche de prof au cégep de Bécomo parce qu'elle enseigne là-bas. Fait qu'elle en avait plein ses bottines, puis elle avait besoin de dormir, moi aussi. Fait qu'il y a eu des journées là, où on s'est réveillé, puis on a dit, hein, il est midi. On avait besoin. Et ça ressemblait à ça, là, je dirais. Le temps des fêtes, évidemment, on est sortis aussi en famille. On a une fille de 21 ans, en fait. Et qu'on a profité du temps en famille, ensemble, puis faire des bons soupers, puis tout ça. Ouais. Des moments agréables au travers de tout ça. Là. Puis, tu sais, l'essentiel, la priorité, c'est les humains. Hein. Ouais. Et que, comme député, je suis là pour aider les humains, là, mais il faut aussi, des fois, qu'on prenne du temps de vacances pour s'occuper de nos humains proches, là. Ouais. Sinon, si on ne se côtoie plus, la relation peut être affectée. T'sais. Ma fille a 21 ans, elle était aux études à Québec. Je suis chanceux quand je vais à l'Assemblée nationale, je peux voir ma fille et tout ça. Mais là, on a eu un moment privilégié, plusieurs jours ensemble, puis la température a aidé, là, elle a fait toutes sortes de températures. Fait que bon, ça pour dire qu'on est ensemble, puis ça a fait du bien. Là. Parce que j'imagine que quand vous tombez dans un rush, ça doit être le rush total. Complet. Vous devez moins voir vos proches. C'est un bel exemple. Tu sais, l'Assemblée nationale, quand elle siège, puis que je suis à Québec, il y a eu une séance intensive. Puis là, intensif, là, c'est très tôt le matin. Là. Je suis à l'Assemblée nationale vers 7h30, 8h, ou avant ça, des fois. Puis je rentre chez nous, là, il est passé minuit, là, fait que j'ai pas beaucoup de temps de sommeil. Mais on rentre, puis on sait que c'est intensif, c'est une courte séance intensive. Puis oui, il y a la séance pendant qu'on est au Salon Bleu, mais il y a toute la préparation. Puis à la fin de la journée, on est déjà en préparation de la journée du lendemain, fait que ça lâche pas, mais c'est vraiment une période intensive. C'est le fun. C'est vraiment le fun, là. Je suis vraiment content. Je ne me plains pas de ça, au contraire, c'est intense. C'est des journées qui sont plus que 12 heures. Oui. Mais en même temps, c'est ça, si vous aimez ça, ouais, ça transforme un peu, même si c'est des grosses journées, ouais. C'est des bonnes journées. Mais c'est pas de même toute l'année. Ouais. Tu sais, il y a des journées comme ça, puis il y a d'autres journées. C'est comme les gens qui font 7-7, là, qui partent 16 jours à travailler à la mine, puis qui reviennent 16 jours en ville. Là, ils ont un blitz, puis après, ils reviennent à la maison, puis ils se reposent. C'est équilibre. On équilibre. OK, ouais. Là, il faut que je le lise. C'est correct. Vous êtes adjoint gouvernemental à la ministre du Transport et de la Mobilité durable. C'est pour ça qu'il fallait que je le laisse. C'est assez long. La ministre responsable des Transports est pour tous les transports du Québec. Mais elle a besoin d'adjoints. Elle est aussi vice-première ministre. Mais elle a aussi besoin d'adjoints pour faire avancer des dossiers plus spécialisés. Je pense, par exemple, au dossier du transport aérien régional. Okay? On a mis en place un programme pour essayer, puis on a vécu une pandémie, il faut se rappeler ça, là. Fait qu'après la pandémie, pour essayer de relancer les vols régionaux. Bon, il faut se dire qu'il y avait déjà un problème avant 2018. Là. On le voyait, il y avait, avec l'ancien gouvernement précédent, il y a eu un sommet sur le transport aérien régional où on disait les prix d'avion pour venir à Bécomo à partir de Québec, Montréal, même Montréal, Sept-Îles, tout ça, là, coûte plus cher qu'aller en Europe. Là, pourtant, c'est bien moins loin. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que il fallait faire cette analyse-là puis se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a deux problèmes. Un, c'est de juridiction fédérale, le transport aérien. Bon. Comment on fait, nous autres, pour respecter notre juridiction? Bon, donc, notre juridiction, c'est le transport aérien, mais régional, juste Inter-Québec, dans le Québec. Là, on est chez nous. Fait que moi, j'ai cette responsabilité-là, de travailler le transport aérien des régions, interrégions, mais juste dans le Québec.
La ministre m'a délégué ça. OK? Avec évidemment, là, c'est le premier ministre qui le délègue, mais c'est la ministre, elle dit ben, moi, je travaillerai avec Yves Montigny, puis je déléguerai ce bout-là. L'autre affaire, c'est que le nom a changé. Puis c'est pas banal. Tu sais, il est long à lire, là, mais c'est pas banal. La mobilité durable. Quand on part en avion, là, mettons que j'habite ici, là, à Château-du-Tarde, ben, je m'en vais à l'aéroport de Bécamo qui est à Pointe-le-Bel. Okay? Fait que je prends mon char, puis je m'en vais à l'aéroport. Bon. Je prends l'avion, puis ça me prend un billet raisonnable, pas trop cher, puis avec des dessertes, puis des disponibilités de vol. Pas une fois par semaine. Là. Ça prend des journées où il y a des vols. Bon. Puis là, je pars dans l'avion, mais là, j'arrive à Québec. Là, à Québec, une fois que je suis à l'aéroport, je fais quoi? Loue-tu un auto? Prends-tu un taxi? Prends-tu un autobus? À Montréal, quand je vais arriver, y a-tu le REM? Y a-tu d'autres moyens de transport pour être capable de m'amener au centre-ville ou ailleurs ou là où j'ai besoin? Toute cette mobilité-là, là, il faut y réfléchir. Il ne faut pas juste le regarder en silo. On fait des routes pour les autos. OK, oui, c'est correct, il faut en faire. Il y a des taxis, c'est correct. Il y a des transports en commun, c'est correct. Il y a des avions, c'est correct. Mais là, on regardait juste ça, tout indépendant. Fait que là, avec ce ministère-là que la vice-première ministre souhaitait piloter avec cette vision-là, c'est cette intermodalité-là des différents transports. Comment on peut se coordonner davantage pour avoir différents modes de transport pour se rendre du point A au point B, mais ça ne sera peut-être pas toujours le même moyen de transport. Fait que je vais trouver des moyens qui font mon bonheur pour me déplacer et que je peux planifier sans que ça me coûte trop cher. T'sais? Fait que tout ça pour vous dire que ce ministère-là, la responsabilité que j'ai, c'est de trouver une façon d'être efficace au niveau du transport aérien pour les régions, pour qu'il y ait des dessertes, que ça ne coûte pas trop cher, puis qu'on soit capable, comme région de la Côte-Nord, de citoyens de la Côte-Nord, de dire « Moi, je vais me déplacer, là, puis j'ai autant le droit de me déplacer sur le territoire du Québec, même si je vis loin, que si j'habitais à Drummondville ou d'autres places. Okay? » C'est ce souci d'équité-là, de dire c'est pas parce que je reste loin que j'ai moins d'options que les autres. T'sais. C'est un peu la logistique, en fait, d'organiser les transports. Partout au Québec. Partout. Pas juste créer des infrastructures. OK. Il y a une vision d'interaction entre les différents moyens de transport pour que le citoyen soit capable de se déplacer selon ses choix, mais avec plusieurs moyens de transport. OK. Comme il veut. Pour pas qu'il soit mal pris. Tu sais, pas que la chaîne brise à un moment donné. Je veux prendre l'avion, mais j'arrive à... Tu sais, il y a quelqu'un qui disait ça là, dans les nouvelles cet été. Il y a un citoyen qui est parti de Montréal, il s'en allait en vacances aux îles de la Madeleine. Il est arrivé aux îles, il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas d'auto. Quand il est parti, il n'avait pas de disponible. Il s'est dit « Ah, je vais m'arranger là-bas, je vais réussir à m'en trouver un. » Non. Mais là, il est fait, là. Il n'y a pas de transport en commun aux îles de la Madeleine. Là. Ouais. Tu sais? Fait que là, c'est ça. T'es sur le pouce, pauvres eux autres. Ils sont trouvés des vélos. Puis, mais là, c'est toute une patente. Fait qu'il faut coordonner ça. Il faut coordonner ça. Puis il faut se dire que quand on se transporte, bien, il y a plusieurs moyens. On appelle ça l'intermodalité. Puis ça, on travaille ça. Là. Puis qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouviez justement avec ce poste-là? Comment les choses se distribuent? Est-ce que c'est le premier ministre qui va... proposer justement des personnes. Comment ça se fait, comment je pourrais dire ça, la division des tâches? Oui, ben, c'est vraiment une bonne question, mais tu sais, le premier ministre, c'est vraiment, je ne s'appelle pas le premier ministre pour rien, là, c'est vraiment lui, le chef de l'État québécois, fait que c'est vraiment lui qui le détermine. Mais il ne détermine pas ça tout seul, là, avec sa perception en écoutant les nouvelles, là, il consulte, il demande aux ministres, il demande aux députés, dans quoi il serait heureux. Il regarde nos CV, il regarde les... Puis il y a toute une équipe qui fait le travail aussi avec lui pour débroussailler tout ça. Puis moi, ben il y avait quand même plusieurs domaines dans lesquels c'était possible là, pour moi, là, dans lesquels je pouvais contribuer. Tu sais, j'ai été beaucoup impliqué dans le domaine forestier, beaucoup impliqué dans le domaine de l'énergie, à cause de l'énergie renouvelable, ce que je parlais tantôt. Là. Domaine minier aussi, c'était un domaine où il y avait plein de possibilités pour moi. L'enseignement? Ben oui, l'éducation, je viens de là. C'était ça ma job avant d'être maire. Mais il y a aussi les affaires municipales. Fait que, tu sais, il y avait quand même plusieurs options. Mais
sérieux, là, la région de la Côte-Nord, là, son problème numéro 1, c'est quoi? C'est l'accès au territoire. Oui, on entend tellement parler du pont, Ben oui. Du FA Gautier. Ben oui. Donc, l'accès au territoire. C'est sûr moi, que c'est là, important. Ce que j'ai dit, là, c'est pour chez nous, là, c'est le transport. Tu sais, puis j'aime ça, là. Je suis content de travailler là. Mais pour ma région, c'est là qu'il fallait que je m'investisse le plus. Puis c'est vraiment, ça me convient tellement, là. Puis c'est le fun ce qu'on travaille actuellement. Parce qu'on le sait que ça peut améliorer vraiment les résultats concrets chez nous, là, tu sais. Fait que, oui, c'est le transport aérien, c'est pas le transport maritime, c'est pas les bateaux, c'est pas la STQ. Ça, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, mais je les côtoie. On se parle. À chaque semaine, moi, j'ai des discussions avec les gens au ministère du Transport, au cabinet, avec la ministre ou des collègues qui travaillent dans le domaine. Fait que je fais partie de ce groupe-là qui travaille sur tout ce qui est moyen de transport pour notre région. Fait que j'ai de l'influence, je suis proche des décisions, puis mon bureau est en face de la ministre. Fait que, tu comprends, il y a cette proximité-là, puis il y a cette capacité de parler des dossiers. Même si j'ai le transport aérien, je peux parler aussi d'autres dossiers sur le transport. Fait que je trouve que quand ils m'ont demandé c'était quoi, ben moi j'ai dit que j'aimerais ça faire ça. Oui. Fait que là, t'attends, puis tu sais pas si le premier ministre va choisir de te donner ça, puis ce qu'il pourrait aussi choisir de te donner rien. Mais j'étais vraiment content qu'ils choisissent non seulement ça, mais de travailler avec la vice-première ministre. T'sais. Parce que quand moi j'ai dit ça, là, c'était pas choisi, là, c'est qui était ministre. Là. Moi, je savais pas là, que c'est la vice-première ministre qui allait avoir ça. Là. Mais pour eux autres, quand j'ai eu ça, là, c'était une bonne nouvelle parce que c'est la numéro 2 du gouvernement. Fait que là, je suis là pour l'appuyer, l'aider, puis elle est là aussi pour aider ma région. T'sais. Fait que c'est une belle connexion. Une belle connexion, gagnant-gagnant, là, à la fois pour le gouvernement, mais aussi pour la région, là, pour les citoyens de chez nous. Là. Je comprends. Et puis pour 2023, qu'est-ce qui s'en vient? Avez-vous des projections? Sûrement que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux quand même. Là. Donc, comment vous lancez dans 2023? Bon, d'abord, évidemment, tout le dossier transport, c'est un dossier important. Là, actuellement, il y a des dossiers citoyens. Des citoyens dans le besoin. Plein de raisons. Puis, il y a des personnes âgées. Chez nous, il y a beaucoup de personnes âgées. Oui. Beaucoup d'aînés, avec beaucoup de besoins. Puis, il y a des besoins en logement. On a une ministre responsable du logement. Ça n'existait pas avant. C'était fait là, tout récemment après l'élection. Fait qu'on en discute des enjeux de logement pour être capable de faire des projets de logement sur notre territoire ici, pour l'hébergement des aînés notamment. Et il y a la maison des aînés qui est en projet, en fait, est en construction. Oui. Au moment où on se parle, mais elle est à Bécomo. Fait que je vous ramène à ce que je disais tantôt. Il ne faut pas juste faire des projets à Bécomo, il faut aussi être capable d'équilibrer pour les autres municipalités. Fait que faut être là pour soutenir les projets qui sont amenés par les municipalités. Fait que il y a ça aussi. Travailler à soutenir les conseils municipaux, les maires, pour que les projets qu'eux autres priorisent, je puisse les aider à les réaliser. Ça, c'est vraiment important pour 2023 parce que ça prend du temps à réussir un projet qui est porté par une municipalité. Fait que si en 2023, la municipalité X ne me donne aucun projet, ça se peut que je n'ai pas le temps de réussir à les accompagner, à le faire avant la fin des 4 ans. Tu comprends? Oui. Fait que c'est important là, que les municipalités travaillent à déposer des projets pour leur communauté maintenant, dans le début du mandat du gouvernement actuel. Pour avoir l'occasion, justement, de boucler avant la fin. Oui. Parce qu'on ne sait pas, là, tu sais, moi, j'espère que, tu sais, je suis là pour 4 ans, puis je veux rester plus que 4 ans, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça peut tout changer, un gouvernement qui a complètement une autre orientation, puis que le projet qui est porté par une municipalité, ben, il ne devienne plus prioritaire. Fait qu'on ne le sait pas. Fait que c'est pour ça que je dis, il faut décoller ça. Fait que mon rôle, c'est ça. L'autre affaire, il y a des personnes dans le besoin, notamment des gens qui ont des problèmes, par exemple, tu sais, on ne le voit peut-être pas, là, mais il y a des problèmes d'itinérance. Il y a des gens qui ont besoin. Il faut soutenir les organismes qui les aident, ces gens-là, tu sais. Fait que là, la résidence Saint-Joseph, entre autres. Vous avez raison. D'ailleurs,
comme député, moi, j'ai déjà discuté souvent avec eux autres, comment on peut faire pour les soutenir. Puis le député précédent, Martin, avait soutenu aussi, puis mon gouvernement aussi. Donc le député puis le ministre précédent, avant l'élection, ont aidé ces organisations-là. Je pense à Ahmed Manicouagan aussi, qui fait un grand bout. Puis il y a aussi d'autres organismes, parce qu'avec l'itinérance, des fois, il y a d'autres problèmes aussi, tu sais. Tout ce qui est en lien aussi avec l'intervention pour prévenir le suicide, tu sais. Ça aussi, ça fait partie de ça. Donc, il y a vraiment là un rôle au bureau du député pour être capable de bien orienter auprès des organismes, soutenir les organismes, oui financièrement, mais aussi aider les gens à se retrouver dans le système. Souvent, quand au bureau du député, les personnes qui travaillent avec moi ont un dossier qui aboutit là, c'est que le système n'a pas réussi à les aider convenablement parce qu'il y a une faille quelque part là, dans l'organisation gouvernementale qui fait qu'eux autres, ils tombent à côté du système. Il n'y a pas de système parfait. Fait que ça arrive des fois que quelqu'un, même si le législateur, le gouvernement précédent ou autre, ont fait des lois en pensant bien faire, ben ça arrive des fois qu'il y a une personne exclue parce que le programme ne s'adapte pas à elle. Fait que là, nous autres, on essaye de trouver des solutions. Puis ça marche. On a réglé pas mal de dossiers de ce type-là là, dans les dernières semaines. Ouais. Puis moi, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Ouais. C'est dans mon nouvel emploi en tant que tel. Oui. C'est un peu la mission de TVRP, de faire une tournée des organismes. Oui. Puis on en a vu plusieurs, puis c'est de toute beauté. Je trouve que c'est une belle chance de pouvoir côtoyer ces organismes-là. Donc, vous avez raison, puis ces organisations-là ont besoin d'être connues. Oui. Et c'est une très bonne nouvelle que vous puissiez faire ça pour que ces organisations-là soient connues par le plus de monde possible. Puis c'est une bonne nouvelle par la télé parce que même si c'est pas la personne qui a dans le besoin qui a vu l'émission, il y a quelqu'un qui va le côtoyer, qui va dire « Hey, j'ai vu ça, telle organisation. » Fait que il y réfère à tel organisme parce qu'il l'a vu à ton émission. Oui, donc ça peut aider. Ça, c'est important. C'est bouche à oreille, hein, ça fait sa job. Hein. Oui, ça fait pas mal de job. C'est vraiment important de faire ça. Si on y va plus avec Yves Montigny. Oui. Donc, y a-tu... c'est quoi votre activité préférée? Je vous lance ça comme ça. Y a-tu un sport? Je ne sais pas, quelque chose? Moi, j'ai fait du sport. Bien, aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, j'en fais moins, mais moi, quand j'étais plus jeune, là, c'était le ski. Je suis un gars de Bécomo, né à Bécomo, j'étais tout le temps en Montibasse, sans arrêt, OK? Oui, j'ai joué au football aussi, là, j'étais pas grand, puis j'étais pas gros, mais je courais vite, fait que j'étais receveur. J'ai fait du sport comme ça, mais moi, là, je suis un gars du domaine culturel, OK? Moi, j'ai été impliqué dans les spectacles, j'ai produit des spectacles, j'étais à Showbiz dès le début là, avec un collègue qui s'appelle Jacques Lévesque, prof de musique, puis lui a continué Polyphone, puis moi j'ai fait Showbiz, puis après ça a continué, j'ai fait ça avec ma conjointe, tu sais, puis bon. Puis là, vous êtes dans ma corde sensible, je suis musicien. Bon, voilà. Puis après ça, l'objectif, là, c'était quoi? Bien, c'était un incubateur de talent dans le domaine du spectacle. OK? Ce qu'on voulait faire, c'était avec des jeunes qui sont soit au secondaire, qui finissent au secondaire. À la fois, Polyphone, ce que ça faisait, c'était ça, c'était de l'enseignement parce que Jacques, c'est un prof de musique, pas moi. Fait que Jacques, lui, faisait tout le volet musical pour amener des bons musiciens, des chanteurs, chanteuses, etc., puis même de la comédie musicale, OK? Puis le volet organisation, bien là, Showbiz, il le prenait. Fait que nous autres, on créait des shows, on créait des spectacles. Moi, j'étais plus un organisateur d'événements. Fait que moi, je produisais. Fait que on a appris à des gens à faire leur métier. Je donne un exemple, tu sais. Isabelle Perron, qui aujourd'hui est à TVA, à LCN, qui fait la météo, qui est journaliste culturelle, tu sais. Bien, Isabelle était responsable des médias, en plus d'être chanteuse à Showbiz, ici, à Bécomo, tu sais. Bon. Fait que Isabelle, ben, elle a fait son petit bonhomme de chemin, mais elle a commencé là. Fait que c'est ça, c'est un incubateur de talent. Je pense à Simon Philibert, qui est aussi journaliste, mais lecteur de nouvelles. Mais il est aussi un entrepreneur. Il a son entreprise de production, qui s'appelle Production SMP, mais qui est toujours basé à Bécomo, même s'il est lecteur de nouvelles la fin de semaine à LCN. Quand on ouvre ta télé le matin, c'est lui qui parle. Mais
même s'il fait ça, il a encore son entreprise à Bécomo. Son équipement est ici, ses affaires sont ici. Puis, ses racines sont ici. Oui, ses racines sont ici, puis son local est là, puis ses affaires. T'sais. Mais ses parents sont encore ici aussi, puis c'est ça. Mais tout ça pour dire que moi, là, mon loisir, c'était de générer ça. Okay? Fait que il y a des gens qui sont plus dans le domaine sportif, des activités sportives. Oui, je marche, puis j'aime ça, la nature, puis je vais marcher en forêt, puis je vais marcher sur le bord de la mer, puis mon spot, là, tu sais, il y en a plusieurs des beaux spots, là. Mais le parc Manicouagan, c'est vraiment quelque chose de formidable. Mais tout ça pour dire que moi, c'était ça mon dada, c'est un incubateur de talent de même. T'sais. Puis je suis un gars de l'éducation, fait que ça me permettait aussi de continuer à transmettre, puis à générer quelque chose. Puis on le voit, j'ai oublié que ça marche encore, mais ça marche plus qu'à Bécomo, là. Ça marche ailleurs partout, là. Il y a des spectacles ailleurs, puis bon. Puis il y a eu un spectacle ici pendant plusieurs étés d'affilée, là. Fait que c'est ça un peu Yves Montigny, ses implications. Oui, c'est moins sportif, mais c'est culturel, mais c'est beaucoup d'organisation, d'événements. Bon, évidemment, comme maire, j'avais moins le temps. J'étais plus impliqué aussi. Il y a des contraintes aussi qui fait qu'on ne peut plus siéger sur des conseils d'administration. Puis là, comme député, j'ai plus le droit du tout de toucher à ça. Pas du tout. OK. Les règles d'éthique m'empêchent de contribuer à aucun organisme qui a besoin d'aide gouvernementale. Fait que je suis complètement absent de toutes les organisations comme ça, culturelles, sportives, loisirs, parce que je peux pas, c'est toutes des organisations qui ont besoin de subventions. Ouais. Fait que là, ça fait que je fais de la politique à temps plein. Je marche dans mon quartier, puis des amis, je reconnecte, j'ai plus de temps pour connecter avec des amis à la maison, des activités sociales. Mais quand j'ai un peu de temps libre, souvent ma blonde a dit « Bon, là, tu as du temps libre, tu vas être bon pour aller à un déjeuner, tu vas être bon pour aller à un souper, les chevaliers de colon. » Je pense par exemple à Fada que je suis aux tardes. C'est ça. Quand j'ai du temps libre, souvent, je m'en vais jaser avec le monde, socialiser, écouter le monde. La semaine passée, encore, on était aux Escoumins, dimanche matin, avec un grand déjeuner aux Escoumins. Il va y avoir 250 personnes faciles, là. Fait que, tu sais, c'est le fun. Moi, j'aime ça, jase avec le monde. Fait que mon temps libre, c'est de placoter avec le monde, socialiser. Je suis un gars sociable, je parle tout le temps, puis j'écoute beaucoup. Fait que... Ben, ça paraît. Ça paraît, on le sent que vous aimez le monde. Et puis, chantez-vous un peu, grattez la guitare, c'était vraiment juste organisation? Non, moi, j'ai pas ça. Puis, tu sais, je veux pas reprocher à ma mère pour, tu sais, à 80, puis mon père à 85. Et tu sais, quand je suis venu au monde, tout ça, puis tu sais, tu fais des choix des fois, tu sais, comme parent, puis... Mais il y avait un piano, puis ma mère, puis toutes sortes de choix, puis il avait besoin d'aménager une chambre, couchette, puis bon, ils ont vendu le piano, puis ils ont acheté des affaires pour le bébé, puis c'est bien correct. Fait que moi, j'ai pas eu de piano. Ben, pour gosser avec ça, tu sais, j'aurais probablement appris s'il y avait eu un piano dans la maison, puis une guitare n'avait pas. Fait que, tu sais, quand t'es pas mis dans le contexte, ben, tu cherches pas à le jouer puis à l'apprendre. Mais ils m'ont mis dans d'autres contextes. Puis si c'était pas d'eux, je serais pas en politique aujourd'hui. Mes parents, c'était des gens impliqués dans toutes sortes d'organismes sociaux, communautaires, religieux, à l'église, etc. Puis, ben, ils m'ont appris à être impliqué, puis ils m'amenaient partout. Puis moi, je jasais avec tout le monde, puis j'étais social, puis je bougeais tout le temps, j'étais jamais assis, puis je placotais avec tout le monde. Là. C'est ça que je fais, je suis un politicien, c'est ça que je fais. Je bouge, je suis jamais assis, je placotais avec tout le monde. Ouais. Puis quand je suis assis, je bouge encore, tu sais. Fait que bon, tout ça pour te dire que tu comprends que ils m'ont donné des belles valeurs, mais c'était pas dans le domaine musical pour toutes sortes de raisons. Puis c'est correct, tu sais, j'aurais probablement aimé ça, la musique, parce que j'en écoute non-stop tout le temps. Là. Quel style préféré? Mais moi, je suis très musique actuelle. OK. Moi, j'écoute, je cherche ce qui joue là, actuellement, puis j'écoute ça. Puis je me souviens pas tout le temps des noms des artistes, là, parce que je les apprends pas, mais c'est ça, tu sais. Puis l'autre affaire aussi, ben moi, j'ai un dada pour tout ce qui est le vieux, c'est du swing, là, c'est du jazz, le jazz, les grands classiques du jazz. Tu sais, Glenn Miller, cette affaire-là. Ça, là, les big bands, c'est... Si j'ai un rêve de ma vie, là, à un moment donné, tu sais, j'ai 51 ans, là, mais je veux dire, si j'avais un rêve de fêter mon 60 ans, là, ben, au top du top, là, dans un spectacle d'un big band là, de ce type-là, là, de musique, des grands classiques de musique big band, là, alors,
vous seriez... Ah, c'est le top du top, tu sais. Mais c'est ça. Parce que tu as tous les instruments, c'est ça qui est trippant. Oui, cuivre, Ben oui, etc. il y a un rythme incroyable, tu sais. Ouais. Fait que, Ça bouge. Oui, puis il y a toujours quelque chose à remarquer, puis le drum est là dans ces big bands-là, t'as du drum en masse, puis tu sais, t'as de la bass aussi, puis tu sais, t'as le bend en plus des instruments harmoniques, tu sais. Fait que bon, formidable. Ah. Ouais. Vous parliez de transport tout à l'heure. Oui. On vient là. Êtes-vous un amateur de voiture? Ouais, moi, j'ai eu dans ma vie des autosports, là, des 2 portes, puis bien à terre, tout ça, mais là, j'ai passé ce stade-là, tu sais. Quand j'étais maire, j'avais un auto hybride au début, après ça, j'ai acheté un auto 100% électrique. Puis là, tu sais, les gens, des fois, ils disent, ah, autonomie, puis tout ça, puis l'auto électrique, puis l'hiver. Ben, je viens de m'acheter à Bécomo, là, une 2e voiture électrique. Fait que là, Chez nous, on est 2 autos 100% électriques, à batterie. Alors, j'aime les autos, mais en même temps, je suis conscient que c'est là qu'on s'en va comme société. Fait que moi, j'ai 2 autos électriques. Puis, ça voyage très bien à Québec, c'est parfait. Fait que, avez-vous vu des contraintes jusqu'à maintenant avec la voiture électrique? Oui, bien la plus petite que j'ai, elle a moins d'autonomie. Fait que nécessairement, fait que là, il y en a une avec plus d'autonomie. Fait qu'en ville, ma conjointe qui sort moins, moi je voyage plus à Québec, fait que j'ai une auto un peu plus grosse avec une plus grande autonomie de batterie. Puis la plus petite, ben elle a moins d'autonomie, fait qu'en ville, c'est parfait. Fait que là, on a le meilleur des 2 mondes, tu sais. Mais il faut bien, quand on magasine une voiture, il faut bien s'assurer que ce qu'on achète convient à notre besoin. Si tu sors pas beaucoup et tu es souvent en ville, ben c'est parfait. Tu peux te prendre une auto un peu plus petite, avec moins d'autonomie, elle coûte moins cher. Puis en plus, tu ne dépenses pas d'essence. Donc, financièrement, ça devient avantageux. Surtout avec le retour du gouvernement qui te donne 12 000 là, de retour. Ouais. Puis c'est pas un chèque qui t'envoie, là, est tout de suite déduit du prix d'achat. Fait que c'est avantageux. Mais en même temps, c'est vraiment différent d'un mode d'auto à essence. Tu sais, t'as pas à te demander. En ville, là, ma blonde, c'est pas compliqué, là, elle disait, là, elle dit, hein, c'est drôle, j'ai jamais à me préoccuper de gazer. Parce que elle voyage en ville, elle va travailler, elle fait ses courses, elle revient, elle le branche à la maison, elle repart le lendemain. Tu sais, elle n'a jamais besoin d'arrêter de gazer, là, tu sais, rien, là. Puis, c'était pas de changement d'huile, là. C'est électrique, là. Fait que tout ça pour te dire que c'est un autre mode, mais en même temps, quand je voyage, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de charger. Ouais. Mais moi, j'avais tendance à arrêter pareil. Puis là, c'est le fun comme député parce que j'arrête de manger où il y a des bornes. Fait que je parle avec les citoyens. Puis quand je donne un exemple, j'ai arrêté l'autre fois aux Escoumins. Puis là, ben, il y avait du monde à la poissonnerie aux Escoumins avec placote avec le monde. Puis encore une fois. Fait que finalement, j'ai mangé presque pas tout seul là, parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui venait me jaser. Puis c'est parfait, moi, j'aime ça de même. Fait que c'est un peu ça. Ça me permet d'arrêter de manger, puis placoter avec le monde, faire charger mon auto, puis de continuer mon chemin après jusqu'à Québec. Fait que c'est à peu près, je dirais, 50 minutes de recharge. Là, fait que c'est le temps de manger au restaurant. C'est ça, puis dans le fond, vous planifiez en sorte que... Ouais, c'est un mode différent. Ça se fait très bien. Celui qui est habitué de partir de Bécomo non-stop, sans arrêt, embarquer sur le traversier, puis clencher, puis jamais arrêter, là. Arrêter de faire pipi sur le traversier, mettons. Ben lui, il va changer son rythme. Avec un auto électrique, il faut qu'il arrête au moins 1 heure chargé, 50 minutes. Là. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Hein, oui, bien c'est ça. Faut prendre le temps de respirer dans c'est ça. Moi, ça me dérange pas. Mais tu sais qu'il y a des gens que ça pourrait déranger. Mais c'est sûr que les autos électriques vont s'améliorer aussi avec le temps. L'autonomie va grandir. Juste moi, entre ma petite auto électrique et celle que je viens d'acheter, là, ben il y a plus d'autonomie. Là. Mais tu sais, j'aurais pu prendre une autre auto là, qui ne se vend pas sur la Côte-Nord, là, avec plus d'autonomie, mais j'ai fait le choix d'acheter local. Fait que j'ai une auto avec plus d'autonomie que ma première, mais pas au top des autos qui se vendent. Tu sais, il y a des autos qui ont 550 km d'autonomie. Là. Moi, j'ai pas ça. Là. C'est clair. Cet été, je vais être à 400, 425, 430 km d'autonomie. Mais j'ai acheté local. Ah! C'est ça. Exact. En terminant, tout à l'heure, vous parliez justement à 60 ans, j'aimerais ça, le big band, etc. Ouais. À 60 ans, où est-ce que vous vous voyez? Bon, évidemment, moi, je veux réussir à accomplir vraiment une priorité que j'ai comme député.
la région de la Côte-Nord est la région au Québec, puis ça c'est d'actualité en plus, c'est sorti avant-hier, là. La région au Québec où on vit de la décroissance en nombre de citoyens. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Bon, évidemment, il y a plus de personnes âgées que dans d'autres régions en ratio, là, en pourcentage. Ça amène qu'on a plus de décès que de naissances. Donc, on a une décroissance naturelle, qui s'explique par le fait qu'on a plus de décès en proportion qu'ailleurs. Puis il y a moins de monde qui viennent au monde chez nous en proportion qu'ailleurs. Là, il faut se mettre en mode solution pour ça. Il y en a beaucoup de solutions qui peuvent être mises en place. Puis c'est pas une seule solution. Fait que quand c'est un problème qui demande une seule solution, c'est facile d'intervenir, mais là, dans ce cas-là, c'est pas qu'une seule. Service de garde, tu sais, c'est important. Ouais. Vraiment, parce que comment tu veux attirer une jeune famille ici s'il n'y a pas de place en service de garde? Si tu n'attires pas de jeune famille, ben, tu n'augmentes pas ton nombre de naissances, tu sais. Fait que, puis en plus, s'il n'y a pas de service de garde, ça se peut que la jeune famille, elle parte de la région, puis qu'elle aille vivre dans une autre région. Fait que là, t'as encore pire. Non seulement tu ne gagnes pas de naissance, mais tu perds une famille au complet. Ouais. Fait que, on tire dans notre chaloupe, tu comprends? Fait que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut intervenir dans plusieurs facteurs. Service de garde. On a fait, il y a quelques temps, puis là, on est en train de finaliser ça comme gouvernement, l'attribution de places en garderie, on va arriver là, en 2023 even, c'est-à-dire les besoins puis les places accordées vont être comblés. C'est-à-dire, s'il y a besoin de 100 places en garderie, il va en avoir 100 d'ouvertes. Okay? Ils vont être attribués. Maintenant, il faut les ouvrir pour vrai dans un édifice construit pour vrai, avec des éducatrices dedans. Puis ça prend de la main-d'œuvre. Il y a tout ce défi-là aussi sur lequel on travaille pour avoir du personnel, pour être capable de s'occuper des enfants qui vont être là. Ouais. Fait que là, où actuellement, il manque de la place poupon, mais on travaille pour régler ça, puis on travaille pour avoir du personnel pour qu'à la fin 2023, on ait cet équilibre. Il y a eu une place pour chaque enfant, puis il y a une personne qui travaille en garderie, en service de garde éducatif, avec un programme éducatif pour faire des apprentissages aux enfants. C'est ça qu'on veut qui arrive. Okay? Ça va aider. Il y a plein d'autres affaires. Il faut que les gens qui viennent ici, qui restent ici, ça prend de l'emploi, ça prend des jobs payants. Parce que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il y a des gens qui vont partir pour venir vivre sur la Côte-Nord parce qu'il y a une augmentation de salaire. Quelqu'un là, qui voit ici une job là, qui est, je sais pas, moi, presque le double de ce qu'il gagne ailleurs, ça se peut qu'il décide de venir vivre ici. Il ne connaît pas trop la région, mais il va venir l'explorer parce qu'il dit, voyons, au niveau salarial, je fais tout qu'un bon salarial. Fait que, puis après ça, il réalise comment c'est le fun de vivre ici parce que la qualité de vie est super. Voilà. Et que ça, il faut le faire connaître. Là, la MRC Manicouagan vient de lancer en décembre, là, ou fin novembre-décembre, là, sa stratégie de mise en valeur du territoire. L'image de marque est annoncée, puis là, la stratégie va se déployer. Ça, là, c'est tout nouveau, là. Fait que là, il faut mettre ça de l'avant, puis c'est ça qui arrive. La MRC va faire ça. Moi, je suis là pour l'appuyer comme député, pour qu'on soit plus attractif et qu'on attire du monde chez nous. Fait que là, je vous le dis, là, il y a plein de facteurs. Puis l'accès au territoire, c'en est une des raisons. Si on n'est pas capable de traverser à Tadoussac, puis c'est des bateaux, on le sait, là, que on ne portera pas ce débat-là, mais on le sait tous. Là. Moi, j'étais pour le pont avant, maintenant, puis pendant la campagne, je ne changerai pas d'idée. Fait que tout ça pour dire qu'il faut avoir un meilleur accès au territoire, par la mer, par les airs, par tous les moyens de transport possibles, pour qu'on ait accès au territoire, à la fois en rentrant, puis en ressortant, puis en circulant. Fait que il faut bien comprendre que tout ça fait qu'on est attractif ou non. L'autre affaire aussi, puis quand on fait beaucoup les médias comme région sur nos problèmes seulement, on n'est pas accessible, le bateau est arrêté, il y a une catastrophe là, il y a une file d'attente épouvantable au traversier. Quand on fait les nouvelles pour ça, bien, la perception publique du monde ailleurs, de la Côte-Nord, c'est, mon Dieu, c'est une région compliquée. Alors que c'est pas ça, vivre ici, c'est pas compliqué. Au contraire, fait que il faut valoriser notre situation régionale. Il faut que les gens entendent parler positivement de la région de la Manicouagan, de la Haute-Côte-Nord, puis de la Côte-Nord au complet, tu sais. Fait que ça, c'est important de faire ça. Fait que moi, je suis là-dedans, c'est ça que je veux.
parler positif quand c'est le cas, quand c'est pas le cas, signifier au gouvernement, à mes collègues, députés, ministres, ce qu'il faut travailler pour l'améliorer, puis avoir une image positive de la Côte-Nord pour qu'on soit capable d'amener chez nous des nouveaux citoyens puis freiner la démographie, la baisse démographique. Ouais. Fait que c'est surtout ça, là. Fait que j'espère, parce que la question du départ, c'était à 60 ans, j'espère avoir réussi ça. Puis à 60 ans, peut-être à la retraite, là, je sais pas, peut-être à la retraite, dire, c'est réglé, la baisse démographique de la Côte-Nord a été freinée. Ça serait vraiment ma mission de job de député, là, mission accomplie. La région qui est en décroissance depuis des années, là, on parle des années 90 quand ça a commencé, il se perdait 4000 citoyens à Bécomo en 94. 4000 citoyens par année qui quittaient, c'est pas rien. Là. C'est gros. Fait que si on réussit à freiner cette décroissance-là, dans les années-là, mission accomplie. Je vous le souhaite. Merci. Est-ce que vous voulez vous adresser peut-être je veux vraiment remercier les citoyens, leur dire que je suis vraiment conscient du mandat qu'ils m'ont donné, avec beaucoup de défis, avec... il y a des attentes importantes de notre gouvernement, puis je vais travailler comme un fou, là. Puis je compte pas mes heures, je vais l'expliquer, là, quand j'ai du temps libre, je vais voir le monde, pour les écouter, être là pour voir leur point de vue, comprendre leurs besoins, puis être capable de le porter, puis de réussir à faire avancer tous nos dossiers, tous, sans exception. Ce que le monde de mon comté veut, c'est ça que je défends, puis c'est ça que je veux faire avancer. Fait que merci les citoyens, merci à vous autres, merci vraiment d'avoir osé me donner un mandat clair comme celui-là à 60% du vote qui ont voté pour moi, pour la CAQ. Bien, je vais vous faire honneur, puis je vais vous défendre de toutes mes forces, puis de tout mon cœur. Puis gênez-vous pas, dites-moi ce que vous voulez. On se croise, je fais l'épicerie avec vous autres, on se croisait à l'épicerie au Walmart puis ailleurs. Là. Fait que gênez-vous pas, parlez-moi, parce qu'il y en a plein qui me parlent. Ma blonde le sait, on fait plus l'épicerie ensemble parce qu'elle fait l'épicerie toute seule, parce que moi je jase tout le temps. Mais j'y vais, elle me prend juste du temps à faire mon épicerie, mais continuez à me parler, c'est là que j'ai les plus belles informations puis que je suis au courant des dossiers qui vous préoccupent. T'sais. Fait que merci. Monsieur Yves Montigny, merci énormément d'être venu. Merci beaucoup. Pour ce qui est des manchettes cette semaine, d'ailleurs, il y en a deux qu'on aura entendu un petit peu plus tôt dans l'entrevue de M. Montigny, le député. Merci encore d'être venu nous voir, c'était des plus intéressants. Donc, premièrement, on va parler de décroissance démographique. Partout au Québec, c'est le contraire, c'est la croissance démographique, mais malheureusement, sur la Côte-Nord, il y a quand même un ratio d'aînés assez élevé. Donc, ce qui fait que, oui, avec la mortalité, etc., ça crée un petit problème vis-à-vis de la décroissance démographique. Donc, la Côte-Nord, qui est la seule région au Québec à subir une décroissance démographique. Donc, et voilà pour la première nouvelle. On en avait parlé un petit peu plus tôt, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Également, on parle de la friperie du dépannage de Lens, du côté de Bécomo. Bien, on va récupérer à nouveau les vêtements usagés. Donc, ça va être à partir du 23 janvier, donc c'est pas mal là. Et puis, c'est ça, ils ont été obligés d'interrompre pendant 4 mois. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir tout simplement recommencer à donner du linge. C'est sûr que ça dépanne beaucoup de gens au niveau habillement. Maintenant, on en a parlé plus tôt aussi dans l'entrevue qu'on a présentée. Donc, Nouveau Monde Graphite qui veut développer sur la Côte-Nord le plus important projet de graphite au monde avec une production de 500 000 tonnes par année de concentré qui proviendrait du gisement du lac Guérette. Donc, même avec un concentrateur installé directement sur le site minier plutôt qu'en ville, ce qui décompliquerait les choses. Donc, Bécomo qui tirerait profit de ce projet qui est quand même 10 fois plus gros que dans sa mouture initiale avec Mason Graphite. Donc, ça, c'était le premier projet qu'on
on avait lancé, et puis là, c'est en train de prendre une ampleur assez incroyable. J'ai bien hâte de voir ça, les développements de ce côté-là. Et en terminant, on a vu le prix de l'essence bondir récemment, à certains endroits même à 15 cents. Et là, on voit les gens sur les réseaux sociaux qui sont pas mal fâchés parce que un peu partout sur la Côte-Nord, les prix qui vont différer. Par exemple, il n'y a pas longtemps, du côté des Escoumins, l'essence qui était à 154,4 cents le litre. Et on fait juste faire environ une soixantaine de kilomètres, entre 60 et 80 kilomètres pour se rendre à Forestville. Et là, on tombe à 169,4 cents le litre. Et puis, du côté de Bécomo, ben ça va varier, mais la plupart du temps, ça va être plus élevé aussi. Du côté de Pessamit, souvent, ça va être plus bas. Fait que les taux varient beaucoup, puis ça fait crier beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Pour quelles raisons? J'avais déjà entendu il y a X temps que c'était au niveau des villages relais, hein, comment que les villages relais étaient fréquentés, etc. À partir de là, ils baissaient un peu le prix de l'essence, mais en tout cas, il n'y a pas de confirmation là-dessus. Et les gens qui continueront, j'ai l'impression, à chialer sur le sujet pendant X années, j'en suis sûr, à moins qu'on tombe avec des voitures électriques, bien sûr. Donc, c'est ce qui complète cette magnifique émission. Merci beaucoup à Yves Montigny d'être venu nous voir. Vous pouvez repasser quand vous voulez, on n'est pas sortis. Et puis également, un gros merci à Geneviève Baudin qui est derrière la caméra et puis aussi au montage. Et sur ce, profitez de la vie au maximum parce qu'on n'en a qu'une seule à vivre. Ciao tout le monde!